Eh bien, bienvenue à tous. À l'heure, on espère pas de la sieste. Surtout, restez avec nous jusqu'au bout de cette table ronde où on va enfin vous révéler la question qui m'a animée lorsqu'on m'a proposé d'animer ce sujet, à savoir quelle était la première femme à avoir écrit un livre de cuisine en France. Si vous restez jusqu'au bout, ceux qui étaient là ce matin ont eu un petit aperçu, mais ceux qui n'étaient pas là ce matin auront la réponse pendant l'atelier. Avec nous aujourd'hui, il y a Isabelle Degrange, qui est chargée des collections en physique, chimie et gastronomie au département sciences et techniques à la Bibliothèque nationale de France. Je me permets de souligner justement que la gastronomie dans les bibliothèques est classée dans le département sciences et techniques, ce qui n'est pas un hasard. Je crois que vous allez revenir dessus, Isabelle. Avec nous également Déborah Dupont-Daguet, qui est la propriétaire et la libraire de la librairie Gourmande à Paris, mais aussi à Dijon, et qui est également autrice de toute une collection que je vous recommande chaleureusement. La mienne est assez sale, puisque je m'en sers souvent. Le cookie de nos rêves, les boulettes de nos rêves, et le petit dernier est consacré aux biscuits de nos rêves. Et enfin, Bruno Loriou, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Tours, président de l'IHECA, qui a contracté la passion de la recherche sur les livres de cuisine dès sa maîtrise, m'a-t-il avoué. Il y a même consacré sa thèse, Les livres de cuisine en Occident à la fin du Moyen-Âge. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de spécialistes sur le sujet. Moi, je ne le suis pas, puisque je suis Esther El Payani. Je suis journaliste culinaire, critique gastronomique. Je suis aussi collectionneuse et autrice d'une trentaine d'ouvrages culinaires que j'ai écrits en mon nom propre ou aussi pour d'autres personnes, des chefs pour ne pas les nommer. Je mange, je cuisine et j'écris, en gros. Et comme je ne suis pas historienne, j'étais très contente qu'on me propose d'animer cette table ronde. Donc je remercie chaleureusement l'IHECA de m'avoir conviée. Et cette question du premier livre de cuisine français à avoir été écrit par une femme, j'ai été surprise. En tant que journaliste, j'ai l'habitude de poser des questions qui gênent ou qui fâchent, mais là, ça a été « on ne sait pas ». Donc on va essayer d'y répondre. Et surtout, ce sujet cache en fait plusieurs sujets, comme c'est souvent le cas. Alors, on va repartir du début, de la première question qui m'est venue à l'esprit, à savoir, d'abord, qu'est-ce qu'un livre de cuisine ? Comment vous définiriez est-ce que c'est tout objet relié ? Est-ce que ça va être des carnets ? Quelle forme ont pris les livres de cuisine à travers le temps ? Bruno, je crois que c'est vous le spécialiste. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, ça va. Alors, je peux peut-être répondre à la question pour une période et après poser les bases d'une réflexion plus générale. J'allais dire, ça dépend ce qu'on entend par livre de cuisine, évidemment, c'est comme toujours. Pour moi, un livre de cuisine, c'est un recueil de recettes, plus ou moins organisées, qui ont pour objectif principal ces recettes, la description des procédures de cuisson et de préparation afin d'aboutir à un mets a priori agréable au goût. Voilà. C'est-à-dire qu'un livre de cuisine qui rassemblerait des mets immangeables, peut-être ça existe, mais c'est pas ça le but fondamental. À partir de là, un livre de cuisine, pour moi, ça se différencie, et ça, on peut déjà commencer à discuter, d'un livre de recettes médicales, par exemple, qui n'a pas tout à fait le même but. Et pour la période que j'étudie, c'est-à-dire le Moyen-Âge, et en fait plutôt 14e, 15e siècle, la fin du Moyen-Âge, il y a des livres de cuisine, enfin il y a des livres de recettes, pardon, qui intègrent des recettes culinaires au sens où on prépare les aliments, mais qui ont pour but d'assurer la santé des mangeurs. C'est pas tout à fait la même chose, c'est pas la même optique, c'est pas les mêmes auteurs. À partir de là, on peut raffiner et dire, voilà, il y a des recueils de recettes très brefs où il y a des recettes isolées. Ce ne sont pas des livres de cuisine, ça n'est pas organisé, donc c'est peut-être pas l'œuvre d'un auteur. Après ça, donc c'est long comme réponse, hein, voilà, désolé. Et donc, après ça, qu'est-ce qu'un auteur ? Moi, j'ai envie de dire. Parce que pour le Moyen-Âge, c'est compliqué, la notion d'auteur. La plupart de ceux qui, ou de celles éventuellement, c'est pour ça qu'on ne sait pas, qui élaborent des
recueils de recettes, des livres de cuisine, sont restés anonymes. Donc voilà, c'est ça un peu, on est dans l'anonymat. Un anonymat qui commence à être levé progressivement à l'époque moderne, c'est-à-dire à l'époque de l'imprimerie. Voilà, on recherche la garantie d'un auteur. Alors on va arriver sur la question des auteurs juste après, évidemment. Pour vous, Isabelle, à la BNF, qu'est-ce que vous considérez comme étant un livre de cuisine? Qu'est-ce que vous avez je pense que tu n'as pas besoin. Il est allumé. Est-ce que ça fonctionne? C'est bon. Non. Sinon protester dans la salle. Oui, j'ai mis, je ne sais pas si elle va s'afficher, mais j'avais fait une petite diapositive pour illustrer la grande diversité de fonds qu'on va pouvoir trouver et qui vont nous intéresser, qui vont couvrir des choses très très différentes, des manuscrits comme celui de Taïwan qu'on voit ici, jusqu'au web gourmand, puisque la BNF collecte également aujourd'hui le web français, et au sein de cette collection que sont les archives du web, on a une section dédiée à la gastronomie et on a fait des parcours sur le web gourmand qui est une collection vraiment intéressante à étudier, puisque parfois s'y trouvent des textes qu'on va retrouver ensuite publiés, puisque ce sont parfois sur des blogs que certaines autrices vont, pour parler là des autrices et auteurs, vont ensuite trouver une communauté, un public et donc des éditeurs. On va trouver aussi, j'ai mis un exemple dans le fond des manuscrits, dans les différents fonds des manuscrits, toutes sortes de choses, et notamment ces petits carnets de recettes qu'on peut avoir de par soi. Donc on en a aussi quelques-uns. Et puis du côté des livres, plus classiquement, là aussi une très grande variété, du livre par exemple d'Antonin Carême, donc très grande cuisine pour les grands de ce monde, jusqu'aux livres de maîtresse de maison, des livres de recettes de grands chefs comme Auguste Escoffier, mais aussi toujours du même auteur, par exemple des livres de souvenirs. Donc on voit qu'on traverse des genres qui peuvent être très très différents, ou son livre des menus qui nous amène encore vers un autre type de collection qu'on va pouvoir trouver à la BNF et qui sont évidemment en lien avec le sujet du livre de cuisine. Voilà, des guides évidemment, de la littérature gastronomique qui peuvent prendre différentes formes, aller vers la littérature, la philosophie. J'ai mis ici l'exemple, par exemple, de Ryoko Sekiguchi, des titres de Ryoko Sekiguchi aujourd'hui, dans la bande dessinée également, l'exemple d'Aurélia Orita, ou des choses très particulières comme le rôti cochon qu'on aperçoit ici, qui est un abécédaire, enfin une méthode plutôt de lecture pour les enfants, mais dont tous les exemples prennent appui sur la gourmandise, la cuisine. Voilà la grande variété de textes qu'on va pouvoir trouver, et puis évidemment aussi la variété de supports. Donc pour ce qui est de l'écrit, notamment ce qu'on va trouver dans la presse, que ce soit la presse culinaire, j'ai mis ici l'exemple du pot-au-feu dont on reparlera sans doute tout à l'heure, la presse féminine, avec ici un exemple de recette de pudding à la façon de la reine Marie, la presse féminine donc, mais aussi parfois, pas toujours, la presse féministe qui peut abriter, comme la Fronde par exemple ici, une rubrique cuisine ou la voix des femmes en 1945. Ensuite, il y a encore d'autres collections à la BNF qui vont évidemment nous intéresser du côté des estampes et de la photo, l'iconographie étant pas dissociée, notamment du côté des estampes et de la photo, l'iconographie étant partie prenante aussi du sujet qu'est le livre. Mais voilà, peut-être on aura l'occasion d'en reparler plus tard, je ne m'étends pas plus. Donc parfois la frontière entre le carnet de recettes domestiques et la publication du livre, c'est des frontières qui sont parfois assez floues, non ? Ouais, c'est par exemple, même parfois on retrouve des exemples contemporains. Je pense chez Menu Fretin, l'ouvrage Le carnet d'Anna. Déborah, tu... Oui, le carnet d'Anna, qui effectivement est un reprint aux éditions Menu Fretin et qui reprend un carnet réalisé par une domestique qui en fait était cuisinière dans une maison et qui
on ne peut pas appeler ça un livre de cuisine au sens tel qu'on le connaît de manière moderne, parce qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de table des matières, on est sur une succession en fait, de recettes et d'échanges. Donc Madame a trouvé que c'était très bon, on a vraiment toutes les annotations, c'est plus un témoignage comme on aurait chacun dans ses familles de recettes d'une grand-mère. Et là se pose la question par rapport à qui est auteur, qui est autrice d'un livre de cuisine. Est-ce qu'il faut une volonté? Est-ce qu'il faut un acte de création? Ou est-ce que compiler des recettes qu'on a l'habitude de faire suffit pour faire de nous un auteur ou une autrice de livre de cuisine? Il y a quand même un vrai sujet effectivement sur la définition. Et par rapport au livre, donc là, on a eu des approches, j'ai envie de dire, universitaires, plus sur... voilà, qu'est-ce qu'on entend par livre de cuisine d'un point de vue universitaire? Là, j'endosse ma casquette de libraire d'un point de vue commercial, et vous le vivez toutes et tous quand vous allez en librairie. Au rayon livre de cuisine, vous n'avez quasiment que des livres de recettes. Et les livres de cuisine, au sens moderne du terme, on est vraiment sur une succession de photos-recettes, photos-recettes, photos-recettes. Il y a quelques exceptions avec des éditeurs qui se lancent effectivement dans des choses un peu plus pointues, et notamment sans le support de la photographie. Et on se rend compte que ce sont des ventes confidentielles. Et tout ce qui est les sciences humaines et sociales autour de la gastronomie ou la littérature, c'est-à-dire il y a des mangas culinaires, il y a des bandes dessinées, il y a des polars, il y a bien évidemment des romans, vous ne les trouverez pas dans le rayon du livre de cuisine. Ce sera au rayon littérature, ce sera au rayon polar, ce sera au rayon médecine dès qu'on est sur la santé, ce sera au rayon jeunesse quand ça concerne les enfants. Mais on se rend compte que la plupart des libraires généralistes ont une conception assez restrictive du livre de cuisine, qui est vraiment le livre utilitaire que les gens vont acheter pour pouvoir cuisiner. Le reste, ce ne sera pas à leurs yeux nécessairement du livre de cuisine. On a aussi la question des écrivaines qui ont aussi écrit des ouvrages de cuisine. Je pense à la cuisine de Marguerite, par exemple. On a un livre sur Marguerite Yourcenar, mais on a aussi Marguerite Duras qui a écrit un ouvrage de cuisine où elle a d'excellentes recettes que je vous recommande chaleureusement. Elles sont particulièrement délicieuses. Et on ne sait jamais où le trouver, effectivement. Régulièrement, il n'est pas rangé. Il est entre les deux. Donc ce flou du livre de cuisine, on le retrouve aussi donc, sur à qui il s'adresse, finalement, puisque les femmes dans le livre de cuisine, elles peuvent être ou autrice, ou figurer sur la couverture. Alors, Bruno, je crois que vous m'avez signalé hier la question de... La première question. La question suivante, c'est à qui va s'adresser un livre de cuisine avant de considérer qui l'a écrit, par qui est-il censé être lu ou utilisé? C'est ça. Et il faut bien distinguer, même j'ajouterais ce point, les intentions de l'auteur, s'il existe, ou de l'autrice, et la réalité de sa lecture, parce que ça, il peut y avoir aussi un décalage. Donc ça dépend le point de vue qu'on a. Ce qui est sûr, pour en rester à la question du genre, on va dire, c'est que si on prend les livres de cuisine anciens, la plupart, lorsque l'auteur est identifié ou est nommé, même si c'est peut-être pas lui qui l'a écrit, donc ça c'est une autre question, c'est un homme, et c'est un cuisinier, plutôt. Et ça, nous on pense que c'est normal, c'est logique, mais en réalité c'est pas si évident que ça. Dans d'autres civilisations, les auteurs de livres de cuisine ne sont pas nécessairement des cuisiniers, ça peut être des médecins. Je veux dire, dans les sociétés qui ont une civilisation de l'écrit ancienne. Donc, c'est des hommes qui écrivent pour un public qui, la plupart du temps, n'est pas désigné. Donc, après, on peut faire des analyses de recettes, mais c'est toujours un peu... Enfin, ça manque de scientificité. Donc, voilà. Les gens qui lisent et achètent ces livres de cuisine appartiennent plutôt à des milieux favorisés, bien entendu. Et très rarement, on voit les femmes intervenir, soit comme destinataires, soit comme utilisatrices. Donc ça arrive. Alors ça arrive, il y a un exemple, je ne sais pas si on peut aller jusqu'au niveau des exemples, c'est Le Ménager de Paris, qui est une encyclopédie domestique et morale d'ailleurs aussi, dans laquelle il y a une partie culinaire, donc 2 recettes. Il doit y avoir 300, 400 recettes de mémoire,
extrêmement importante. La plupart des recettes sont tirées d'œuvres déjà existantes, très professionnelles, comme le viandier de Taïwan, par exemple. Mais là, c'est sous couvert d'une sorte d'entreprise éducative, en quelque sorte, qui consiste à enseigner à sa jeune épouse. Il le précise dans sa préface. Alors peut-être que c'est un topos, on ne sait pas, c'est toujours pareil. On a essayé, il y a eu des pages et des pages qui ont été consacrées au fait de savoir qui est l'auteur du Ménager de Paris. Mais bon, bref, il se présente comme un bourgeois, économe, qui est très âgé, beaucoup plus âgé que sa jeune épouse. Du genre, lui, il a plus de 50 ans, elle en a 15. Et donc, elle est censée devenir... il est très probable qu'elle va devenir sa veuve sous peu. Et donc, pour l'aider ensuite à mener son ménage, il lui donne un certain nombre d'explications. Et c'est à cette occasion-là qu'il donne des recettes de cuisine, qu'il transforme, qu'il adapte à la situation. Donc là, c'est un livre pour une femme. Est-ce que les femmes l'ont lu ? Ça, c'est une question. Il était dans la bibliothèque des ducs de Bourgogne. On sait qu'il y a un manuscrit qui a appartenu, d'après les armoiries du possesseur, donc à une femme, en effet. Donc, il est possible qu'elle l'ait eu dans sa bibliothèque, mais pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a un livre de cuisine que voilà, on l'utilise. C'est un peu la question. D'ailleurs, il faudrait s'interroger là-dessus, sur l'utilisation des livres de cuisine. Parce qu'il y a la partie recette, mais il y a toute la partie économa, gestion, bien faire les courses, et morale, qu'on va retrouver, qui est à la fois pour... C'est pas toujours pour faire soi-même, comme on évoquait ce matin lors de la première table ronde, c'est aussi pour faire cette dimension bourgeoise. Et vas-y, Déborah. Oui, on l'a de manière beaucoup plus récente dans le Ginette Mathieu. Et c'est très intéressant de regarder. Donc, la première édition date de 1932. Et les premières éditions, vous aviez effectivement tout un chapitre introductif qui était profondément misogyne, mais à l'époque ça paraissait normal, et c'était les conseils à la maîtresse de maison. Madame, quand votre mari rentre du travail, ne l'assaillez pas avec les soucis domestiques, il a eu beaucoup à faire pendant la journée, débrouillez-vous pour que les enfants soient peignés, douchés et déjà mangés, et accueillez-le avec un petit cocktail. Donc les versions contemporaines ont été expurgées de tout cet aspect domestique qui nous paraît complètement lunaire en 2022, mais qui était encore dans la plupart des livres de cuisine, les Mappies de Toulouse-Lautrec, Françoise Bernard. Enfin, on a eu quand même tout un corpus jusque, j'ai envie de dire, aux années 80, qui avait tous ces conseils profondément rétrogrades à l'heure actuelle, absolument pas égalitaires, et qui montrent bien qu'on s'adressait à la maîtresse de maison. Ce qui est fascinant, c'est qu'entre le XIVe siècle et 1980, on retrouve toujours les mêmes topos, en fait. C'est pour ça que... Ce qui était étonnant, d'ailleurs, quand on a commencé la table ronde, c'est que le genre n'est finalement pas une clé de lecture des ouvrages culinaires. Alors, Déborah, tu me racontais tout à l'heure à la librairie ce qui se passait. Oui, c'est vrai qu'en tant que libraire, moi, clairement, je n'ai jamais de clients qui viennent en me disant « je veux un livre écrit par un homme, je veux un livre écrit par une femme, je veux un livre... » Pour les hommes, ça nous arrive, et généralement, c'est soit les personnes qui divorcent et il n'a jamais cuisiné, il va falloir qu'ils s'y mettent, soit les veufs. Et on sous-estime la difficulté, mais notamment sur les générations un peu plus anciennes. Mais effectivement, ils se retrouvent veufs de manière prématurée ou pas, ils ne savent pas cuisiner. Et puis, on a assez rarement des demandes pour les jeunes filles, comme si c'était naturel, une jeune fille... de toute façon, aura appris à cuisiner avec sa maman, donc elle saura. Enfin voilà, on n'a pas réellement de genre. Et de manière plus générale, est-ce que réellement, en lisant un livre sur lequel on aurait camouflé la couverture, est-ce que vous seriez capable de dire si c'est écrit par un homme ou une femme ? Je ne suis pas convaincue pour la plupart des livres. Certains, oui, on pourrait le deviner, mais la plupart du temps, il n'y a pas une cuisine féminine ou une cuisine masculine, même si, rappelle-toi Estérelle, un jour, un chef 3 étoiles au cours d'un dîner nous avait asséné que la cuisine des hommes était plus généreuse que celle des femmes, car les femmes pensaient déjà à la quantité de vaisselle qu'elles auraient à faire. Je vous laisse imaginer nos têtes, Estérelle et moi, à entendre ça de ce chef
qui n'a pas gagné le concours de livres de cuisine où on était jury bizarrement. Est-ce que c'était un pur hasard? Alors là, on a parlé des femmes en tant que destinataires, mais parfois elles apparaissent sur les couvertures des ouvrages. Donc moi, je pense à le livre avec lequel j'ai historique chez moi, c'est La cuisinière provençale, sur l'exemple que je donne. Beaucoup de gens pensent qu'il a été écrit par une femme, puisque ça s'appelle La cuisinière provençale. Évidemment, c'est un cuisinier qui n'est même pas provençal, qui s'appelle Reboul. Cette figure-là, cette hésitation donc, perpétuelle entre cuisinier et auteur, Isabelle, quand vous parcourez les fonds de la BNF, je crois que vous avez préparé pour cette table ronde beaucoup de recherches, justement, pour savoir comment on arrivait déjà à identifier dans vos fonds quels étaient les auteurs. Alors, comment vous avez pu travailler ? Non, mais si vous connaissez des gens capables de reconnaître le genre si facilement, en fait, ça va être pratique, parce qu'on a une grande partie des collections, comme vous le disiez, Bruno Loriot, tout à l'heure, qui est anonyme finalement, et même quand il y a un nom sur la couverture, ça ne veut rien dire. Enfin, parfois, on a les informations, et on peut dire, bah oui, là, c'est bien un ouvrage écrit par une femme. Parfois, voilà, on a un peu tous les cas de figure, on va en voir un certain nombre. Et pour le coup, je pense, avec un vrai chantier possible à mener pour essayer d'avancer un peu et de ne pas garder ce flou sur les attributions. Je pense qu'il y a moyen là d'enrichir, mais c'est vraiment le point de départ, hein, on est au début de ça, d'enrichir les notices qu'on trouve actuellement dans le catalogue général. Peut-être parce que ça fait peu de temps, je tiens à le dire, j'hésitais quand tu m'as proposé de venir ici pour parler de ce sujet, j'ai un peu hésité parce que ça fait, si on compare à tous les experts et expertes ici présentes et présents aujourd'hui, ça fait peu de temps que je m'occupe de ces collections à la BNF, donc je me disais il faut d'abord que je mène des recherches et ensuite je viendrai en parler, et en fait non, puisque une de mes missions c'est quand même de faire connaître ces collections, de signaler les fonds, et puis de lancer justement des projets de valorisation de ces collections. Et il se trouve que la question des livres de femmes, ça a été un chantier qui a été mené d'ailleurs à la BNF récemment, de non seulement numériser ces textes qui n'avaient pas toujours été numérisés pour ce qui est de la littérature, et donc ça s'est fait tout récemment, et ensuite de les valoriser dans une partie du site Gallica, donc la bibliothèque numérique de la BNF, sous la forme des classiques de la littérature, qui sont une forme de la guerre des Michelin, mais avec un changement majeur, c'est qu'on y trouve énormément de femmes. Et donc je savais que ce sont des chantiers en cours à la BNF de poser tout simplement les projecteurs sur ces textes-là. Non pas qu'il n'ait pas été signalé au préalable. Là, on voit s'afficher la bibliographie de Georges Vicaire, qui date de 1890, qui a donc qui a recensé plus de 2500 titres en lien avec la cuisine. Dedans, il a pris de toute façon indifféremment tous les titres, justement parfois sans savoir d'ailleurs s'il s'agit d'hommes ou de femmes derrière. Et donc, en fait, quand on commence à chercher les références, on en a déjà beaucoup là-dedans. Si on utilise la reconnaissance optique de caractère, qu'on extrait le texte, qu'on commence à chercher les mademoiselles, les madames, etc., très rapidement, on commence à avoir une idée d'un corpus déjà de points de départ, et pour certaines, à avoir des certitudes, et pour d'autres, moins. Ensuite, depuis, il y a eu d'autres ouvrages qui sont précieux et sur lesquels donc, je m'appuie pour ce démarrage de travail sur ces collections. Des ouvrages comme Livre en bouche, qui est un catalogue d'exposition qui a eu lieu à la BNF au début des années 2000 à la bibliothèque de l'Arsenal, qui abrite un important fonds de gastronomie. Un ouvrage comme celui de Barbier, qui est ancien, mais Dictionnaire des ouvrages anonymes, où on va trouver des attributions. C'est lui d'ailleurs qui formule l'attribution pour Madame Mérigot, dont on parlera tout à l'heure, ou les ouvrages de Notecker, notamment, où on va trouver aussi là des fils à tirer pour faire ce type de recherche. Et puis, je tenais à citer le Dictionnaire universel des créatrices, qui est un outil majeur quand on commence à travailler sur l'histoire des femmes, tout domaine confondu, et en particulier sur la cuisine, un article de Marie Ayman qui déjà fait un panorama de ce qui est déjà délimité et, j'allais dire connu, mais en fait
pas très connue. Donc, elle a fait ce premier gros travail de recensement, et à partir de là, c'est un cadeau qui nous est fait, parce que en ayant commencé à regarder, à partir de là, voilà, il suffit déjà d'aller lire les livres, on en parlait, et certains d'entre eux contiennent déjà pas mal d'informations. Alors peut-être, avant de te montrer ce que moi j'ai découvert, parce que on s'est un peu réparti les périodes, donc plutôt travailler sur la partie 19e siècle, peut-être reprendre le fil chronologique. On va reprendre le fil chronologique. Alors on s'est dit qu'il y avait des jeunes chercheurs et chercheuses dans la salle, et que on avait envie de vous donner envie d'aller chercher plus de choses et de voir qu'on avait vraiment fait un champ exploratoire. Donc c'est pas une table ronde forcément du côté conventionnel. On attend beaucoup de vos questions après pour pouvoir construire ensemble et voir qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ce sujet. Et donc Bruno, vous aviez la question, c'était: quand est-ce que ça a commencé en France? Vous avez répondu Viandier. Quand est-ce qu'arrivent les femmes? Isabelle a la réponse. Mais vous me dites, mais ça s'est passé autrement, ailleurs, à d'autres époques. Oui, donc là on est bien d'accord, des livres écrits par des femmes. Totalement. D'une manière sûre ou supposée, on va dire, ou annoncée. Annoncée. Et évidemment, la question n'est pas la même à l'époque des manuscrits et à l'époque des imprimés. Alors j'ai du mal classer mon affaire parce que celui qui apparaît là, c'est pas celui dont je veux parler au début. Voilà, c'est celui-là. On s'arrête là pour l'instant. Donc pour la période, disons, encore au XVIe siècle, on a des livres de cuisine qui sont des livres de cuisine manuscrits. Ça existe encore. Ça coexiste avec les livres de cuisine imprimés. Et dans ces livres de cuisine manuscrits, on a effectivement quelques-uns qui sont l'œuvre réelle ou annoncée donc, de femmes. Mais pour les manuscrits, c'est très vraisemblablement réel. Hein. Et donc, parmi ceux-là, j'en ai sélectionné un, même si là, ce n'est pas une partie recette de ce livre, c'est une sorte de recueil, un carnet, c'est pas le mot parce que c'est un peu plus gros, est établi par une religieuse dans un couvent italien, je crois que c'est à Pérouse, hein, et à la fin du XVIe siècle, et dans lequel il y a des recettes. Il y a des recettes de cuisine, il n'y a pas que des recettes de cuisine, il y a d'autres recettes. Donc c'est pour, au fond, le travail, c'est pour les besoins de la communauté. On pourrait presque dire que c'est une création collective d'une certaine manière, autant qu'individuelle, mais ces recettes sont très intéressantes parce que ce sont des recettes adaptées justement à ces besoins de la communauté, qui est une communauté monastique féminine, bien sûr, et donc c'est la nourriture monastique. Donc c'est une nourriture à base de légumes, éventuellement des poissons, voilà, mais il n'y a pas de viande, voilà. Il y a des pâtes, il y a des choses comme ça. Une sorte de nourriture un peu de base qui est une rareté dans la production culinaire du XVIe siècle. Après, au XVIIe, ça changera un peu, mais donc les deux coexistent. C'est là où on trouve les premières femmes très nettement qui écrivent des livres de cuisine. L'autre exemple, mais il n'est pas sur la diapo, c'est Sabina Welserin, donc qui est en Allemagne, à Augsbourg, qui écrit aussi un livre de cuisine. Et c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si on rentre déjà dans les détails, parce que ce livre de cuisine, on voit qu'il est construit justement à travers des recettes qui sont données, qui sont transmises par oral. On sait qu'il y a une transmission orale des recettes, mais véritablement la retrouver, c'est une autre chose. Et on les retrouve dans ces types-là de livres de cuisine qui sont des carnets de recettes d'une certaine manière, pas forcément structurés de manière aussi ferme que ce qui se produit dans le mainstream. Hein. Et donc là, on a. Après, si on revient en arrière voilà, celle-ci, on voit qu'il y a des livres de cuisine imprimés qui sont donc écrits, revendiqués, attribués à des femmes. Hein. Là, c'est celui de Anna Weckerin, donc, qui est une bourgeoise de Colmar, hein, qui était l'épouse, d'ailleurs, je le dis, d'un grand biologiste, pas biologiste, un grand savant de l'époque, qui écrivait beaucoup de recettes qui écrivait beaucoup de livres de secrets dans lesquels il y avait des recettes. Donc, on a l'impression que dans cette famille, c'était un peu les maniaques de la recette. Et elle-même, après le décès de son époux, elle a écrit ce recueil de livres de cuisine. Puis l'autre exemple, c'est un exemple très connu, c'est Anna Woolley, donc, qui est plutôt au XVIIe siècle, qui a écrit beaucoup de livres de cuisine.
étant veuve, ayant perdu une des sources de revenus, elle dit que voilà, elle a commencé à publier des livres de cuisine nombreux, assez nombreux, hein, où les recettes de cuisine sont mêlées à d'autres, et elle raconte même les démêlés qu'elle a avec son imprimeur, son éditeur, etc., etc. Et vous voyez le frontispice là est assez. On voit très bien la diversité en fait de ces recettes. Qui concerne aussi bien la boulangerie, le travail au four, que la conserve, la confiserie et la cuisine proprement dite, si on a envie de dire. Donc ça existe dans 2 pays, en fait, très fortement, enfin dans ces périodes anciennes là. Alors moi je ne vais pas aller jusqu'au 19e, hein, du coup on m'avait dit ne dépasse pas le 17e. Donc, je n'ai pas dépassé le 17e parce qu'au 18e ça s'accroît encore, hein, ça s'accroît encore. Et donc du coup on les trouve dans 2 pays. Les 2 pays, c'est l'Allemagne et l'Angleterre. Et c'est pas un hasard, parce que c'est déjà dans ces pays-là qu'au Moyen-Âge, il y avait le plus de livres de cuisine. On en a conservé beaucoup, mais même si ailleurs, sans doute, beaucoup ont été détruits, notamment en France et en Italie, il y a eu un gros taux de répartition, très probablement, c'était en Angleterre et en Allemagne qu'on produisait déjà le plus grand nombre de livres de cuisine au Moyen-Âge. Donc c'est logique que là, il y ait une forte production imprimée. C'est logique qu'il y ait des livres de femmes là, plutôt qu'ailleurs. Hein, voilà. D'accord. Mais ce n'est pas une réponse quand même. Si, c'est des éléments parce qu'on a une perspective franco-centrée, mais toute la dimension européenne permet de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en France, puisque on a évoqué sur la première table ronde la problématique chef et cuisinière, et de la cuisinière à l'autrice, on est quand même entre la sphère domestique et la sphère publique. Alors, Bruno s'arrête dans ce suspense insoutenable. Isabelle, on a évoqué ce matin, c'est Florent Kellier qui évoquait le nom de Madame Mérigot. Donc cet ouvrage censé supposément être le premier écrit par une femme, mais avec un point d'interrogation donc. Oui, parce que cette attribution donc, à Madame Mérigot, donc, elle est faite par Barbier dans son dictionnaire des anonymes, mais il n'explique pas comment il en est arrivé là. Donc en fait, il faudrait refaire ce travail-là pour s'en assurer. Donc celui-ci, c'est en 1794, et donc pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, cette cuisinière républicaine se penche sur les pommes de terre et explique comment les préparer et en fait la promotion. En revanche, très peu de temps après, en 1801, on a un exemple, pour le coup, dont on peut affirmer que cette autrice, Louise Utrecht Friedel, a existé. On sait qu'elle vient de Pologne, on sait qu'elle a été veuve, on sait qu'elle habitait dans le Marais près du marché des Enfants Rouges, et elle a laissé plusieurs textes, dont L'Art du confiseur, qui est un ouvrage technique, et qui comporte des planches illustrées, comme on le voit ici. Elle a également laissé le petit cuisinier habile, où là, elle va insister sur de la cuisine pratique, et aussi un texte pour ses filles, où elle fait part de ses difficultés et de ses infortunes. Donc sur elle, il y a matière, et j'espère le faire dès 2023. Hein, donc, on a à la Bibliothèque nationale le blog Gallica, sur lequel on publie des billets quotidiennement sur nos collections, parce qu'une fois qu'on les a signalés, il est aussi important de les faire vivre, la preuve, et de se pencher un peu plus avant dessus et de les présenter aussi au grand public, et aussi de les faire exister sur le web. Je dis ça parce que typiquement sur des autrices comme celle-ci, qui est pourtant donc importante dans notre corpus ou dans notre histoire de la cuisine, par exemple, on n'a encore rien sur le web. Il n'y a pas encore eu, il n'y a pas sa page Wikipédia, il n'y a pas ce genre de choses, ça va être donc très fécond, très vite, très certainement, de redonner cette visibilité. Les textes sont en partie numérisés, pas tous, donc ça va être l'occasion de les numériser, mais on voit bien, numériser ne suffit pas, il faut les pousser encore un peu plus loin si on veut qu'ils existent aussi auprès ensuite du public. Je vais me permettre de t'interrompre 1 minute pour souligner quelque chose que tu m'as raconté et qui m'avait vraiment étonnée. Enfin, puisqu'on interroge le genre, il y a un biais de genre aussi
dans les collections, sur les numérisations et sur le catalogage. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours en tête quand on va dans une bibliothèque. Est-ce que tu peux redévelopper ce point? Parce que tu l'as un peu évoqué sur le fait que ces ouvrages moins connus sont moins numérisés, donc moins visibles, et que ça crée une invisibilisation finalement. Oui, je t'avais dit, les catalogues, pourtant souvent on se dit, voilà, des notices d'autorité, etc. Mais ces catalogues ne sont pas neutres, ils sont le reflet à la fois d'une histoire de la bibliothèque, ils sont aussi le reflet d'une histoire de l'état des recherches, hein, puisque voilà, on prend aussi, voilà, il faut qu'on ait de quoi alimenter, de quoi sourcer aussi nos notices. Donc oui, et il y a eu une prise de conscience au sein de l'établissement de ces aspects-là, à la fois prise de conscience du fait que parfois les sélections opérées par des bibliothécaires comportent des biais, hein, que ce soit des biais aujourd'hui, des biais demain, des biais d'hier. Hein. Et c'est aussi un des sujets qui m'a beaucoup intéressée. Enfin, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le projet Gallica est si passionnant, c'est que dès lors, à peu près 10 ans après sa création, que Gallica entre dans une nouvelle ère qui va être non plus d'avoir numérisé une sorte de bibliothèque de l'honnête homme à échelle humaine, mais de passer à la numérisation de masse. On numérise plus de la même manière. Au lieu d'envoyer des sélections donc de personnes avec leur regard en numérisation, on va envoyer des cotes entières et du coup on voit arriver dans Gallica des choses qu'on n'aurait pas forcément choisies, et ça c'est très fécond aussi, très fertile pour d'autres types de recherches. Pour autant, comme on n'a pas tout numérisé, il y a aussi à faire ce petit travail de compléter sur des thématiques diverses. Hein, là, enfin voilà, ça va pas être... mais en tout cas, on s'est bien rendu compte, notamment pour ce qui était de la littérature dans un premier temps, et ensuite ça se vérifie pour aussi en histoire des sciences, hein, qu'il y avait un intérêt à déplacer un peu le projecteur et aller s'intéresser à ces territoires-là. Parfois même, puisque j'ai travaillé aussi pour la bibliothèque numérique Gallica, pour des raisons de référencement, on les évoquait hier. Alors là, c'est des raisons de référencement vertueux, c'est de se dire, tiens, là, il y a absolument rien qui a été fait dessus, et il y a des gens qui cherchent l'info, vraisemblablement. Et je suis sûre que sur ces sujets-là, il y a des gens qui cherchent l'info. Et donc, ce contenu, il va avoir sa bonne petite vie jusqu'à être remplacé par d'autres qui vont s'en emparer. Et alors, bon, il sera peut-être... voilà, mais espérons qu'il continuera quand même à vivre et intéresser. Mais on a nos démarches de valorisation, elles intègrent aujourd'hui ces problématiques. Voilà, donc contre l'invisibilisation, il y a aussi manière de réfléchir autrement en prenant ça en compte dès le départ. Donc, Louise Utrecht, sur laquelle j'espère qu'il y a plein de gens qui vont avoir envie d'écrire des fiches Wikipédia maintenant. Vous avez bien compris l'envie. Donc, elle était femme de confiseur. Il y a quand même un truc sur la confiserie, hein, ça revient beaucoup, parce que c'est à la fois entre la conservation et la cuisine. On reste sur un domaine bien particulier quand même. Et puis, c'est très technique. On dit souvent... C'était un préjugé qui apparaît beaucoup quand on s'intéresse aux stéréotypes liés aux femmes sur la cuisine des femmes est moins technique. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par rapport aux chefs. Là, on a un exemple assez criant. Oui, et tu veux que je poursuive dans les découvertes. Écoutez, si tout le monde est d'accord, on a une galerie de portraits assez intéressante. Une petite galerie de portraits un peu, justement, en fait, assez variée. C'est ça aussi que je voulais montrer, c'est que bien souvent, on s'en débarrasse en disant oui, c'est vrai, il y a un moment, il y a cette vogue, il y a le manuel de la ménagère, et puis il y a toutes ces autrices dont on ne sait pas trop, toutes ces mademoiselles dont on ne sait pas trop si ce sont des hommes et des femmes. Et alors, on a fait le tour peut-être de la question. Et on peut se dire, oh, mais ça va être barbant à étudier, ça va être toujours un peu les mêmes textes. Pas du tout. Enfin, voilà, les exemples que j'apporte ici montrent bien qu'on peut, on va trouver déjà des choses assez variées et assez différentes. Alors ici, Marie-Hermonde Gacon-Dufour, avec un recueil pratique d'économie rurale et domestique, mais qui a la particularité, vous le voyez, d'avoir publié d'autres textes et des textes engagés. Donc notamment un titre contre le projet portant défense d'apprendre à lire aux femmes, voilà, ou un autre sur la nécessité de l'instruction pour les femmes. Et donc on voit bien que les deux sujets potentiellement ont à voir l'un avec l'autre. Et qu'on peut être féministe et écrire des livres de cuisine. Donc. Aussi.
Donc Marie-Armande à Aglaé. Alors Aglaé-Adanson, dans sa maison de campagne, elle a une section entièrement dédiée à la petite cuisinière de la maison de campagne. Donc pareil, hein, là, c'est des personnes dont on sait qu'elles ont bien existé. Et là, alors il est peut-être pas très lisible sur les posts, mais son texte d'introduction est sur l'écran. Et son texte d'introduction est tout à fait intéressant puisqu'elle vient expliquer contre quoi. Enfin, elle dit, je ne vais pas faire concurrence à la grande cuisine des hommes, pour résumer, puisque moi, ce n'est pas celle-ci qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la cuisine pour les personnes modestes. Donc, il y a vraiment cette affirmation, et vont venir derrière des descriptions, elles ont été évoquées aussi ce matin, enfin plutôt des recettes et des méthodes pour des conserves, des confitures, des choses comme ça. Autre exemple intéressant, et là encore assez différent, La cuisinière du Haut-Rhin. Donc là, c'est la traduction de l'ouvrage qu'on a, nous, dans nos collections, qui date de 1829 et qui est intéressante. Alors, on a encore une veuve, comme pour Louise Utrecht Friedel, une veuve qui a vécu dans une auberge dans son enfance, qui se retrouve sans le sou et qui écrit cet ouvrage, peut-être bien probablement pour s'en sortir, et qui va rassembler donc des recettes de cuisine d'Alsace, de Suisse, etc. Donc, et qui est considéré comme l'un des premiers livres de cuisine régionale. Donc là encore, un ouvrage qui n'est pas vraiment mineur pour le sujet de l'histoire du livre de cuisine. Donc petit à petit, on voit, je parlais tout à l'heure des projets de billets de blog, on a un projet de série de billets pour 2023 qui va s'appeler La cuisine se livre, qui sera dédié à l'histoire du livre de cuisine. Donc chaque billet traitera d'un ouvrage. On a pris le parti de ne pas avoir un traitement chronologique de cette affaire, ce qui va nous permettre de faire plusieurs saisons et de continuer d'année en année, puisqu'on peut partir pour très très longtemps comme ça. Et l'avantage de ne pas adopter ce plan, c'est d'éviter aussi d'avoir un tunnel où il n'y aurait pas de femmes. Et en réalité, là, je crois qu'on commence à l'apercevoir, il y a plein d'exemples très variés qu'on va pouvoir intégrer dans cette série, donc, qui permettront de montrer tout cela. Mais je voulais signaler, puisque la Bibliothèque nationale de France travaille avec bien d'autres bibliothèques sur le territoire, et en particulier la bibliothèque de Dijon, qui a un très important fonds gourmand, qui a acheté il y a quelques années un exemplaire de La cuisinière du Haut-Rhin, et qui a fait un très très bon billet de blog sur Happy Apicius, sur cet ouvrage. Donc voilà, l'occasion de tout ce qui existe déjà mérite d'être signalé. Et tous les livres qu'on vient de voir là, ils ont bien dû avoir un certain succès, ce qui est une info dont que moi dont je me rends pas toujours compte quand je regarde les collections, comment ça a été reçu. On peut se dire qu'ils ont eu un certain succès, puisqu'on voit fleurir à partir des années 1830 des ouvrages comme ici par exemple Mademoiselle Marguerite, mais il va y en avoir d'autres, qui sont, pour certains, parfois documentés, et c'est le cas ici, écrits par des hommes. Et ici, il s'agit d'Horace Napoléon Resson, qui écrit Le Cordon Bleu ou Nouvelle cuisinière bourgeoise, sous le nom de Mademoiselle Marguerite. Et puis, là aussi, peut-être pour inciter les personnes présentes ou qui nous suivent à venir étudier ces collections, encore pas mal d'enquêtes à mener sur certains titres. Alors, il y en a un qui m'intriguait beaucoup, parce qu'en plus, il est agréable à l'œil. C'est 100 000 recettes de Sophie Vatel, qui n'est pas datée, donc, qui comporte donc cette couverture et des planches en couleur, mais dont on peut penser qu'il s'agit d'une création d'éditeur. Quelques indices, les emprunts, notamment les emprunts d'images qui sont toutes piquées à des livres fameux. Donc ici, une image qui vient du célèbre ouvrage de Jules Gouffet, La cuisine de ménage et la grande cuisine, qui est le premier livre illustré en couleur par Étienne Eugène Ronjat. Et donc on va retrouver pas mal de planches de Gouffet illustrées par Ronjat dans le Sophie Vatel. Et puis, autre point d'interrogation, c'est ce nom Vatel.
Vatel, qui nous en évoque un autre, et ces deux poissons au premier plan de la couverture, qui semblent un clin d'œil de fort mauvais goût à la mort de Vatel. Voilà mais là encore, ça mérite, je pense, sans doute par un travail sur les textes, maintenant d'aller voir tout simplement si c'est des copier-coller, où est-ce qu'ils ont été pris, etc. Enfin, je dis tout simplement, c'est pas toujours simple, mais vous voyez des enquêtes qui sont tout à fait captivantes à conduire. Il peut y avoir aussi un travail sur les représentations des cuisinières par rapport aux représentations des chefs, dont on a parlé ce matin. Parce que quand même, on mettrait une photo de Maïté à côté avec les anguilles. Je pense qu'on pourrait observer quelques similitudes dans la façon dont la cuisinière est représentée. Donc vous avez... on a un appel à vocation et à venez faire des recherches massives à la BNF, puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être démêlées. On voit aussi la figure de l'autrice qui gagne sa vie, comme l'écriture comme facteur d'émancipation pour les femmes qui peuvent voir rétribuer un savoir-faire domestique dans une sphère extérieure. Donc c'est un peu inattendu de voir le livre de cuisine comme un facteur d'émancipation, puisqu'on a souligné l'abondance de veuves et de femmes indépendantes, cette marchandisation du savoir féminin qui n'est pas si commune finalement. Sur la figure de l'autrice, là encore, moi j'ai cherché sur les autrices de livres de cuisine, on n'a pas de base. On sait, en tant qu'autrice, tu peux aussi en témoigner, c'est rarement vu comme un métier, c'est souvent une activité complémentaire maintenant, puisque l'économie du livre a beaucoup changé. Et toi, par rapport le métier d'autrice, on l'a rarement considéré comme un métier finalement. Oui, de manière contemporaine, on a un vrai sujet et un vrai souci autour de la rémunération des auteurs. Alors pas que dans le livre de cuisine, mais dans le livre de cuisine, on le voit particulièrement, je trouve, avec une question toute bête et à laquelle vous n'êtes pas forcément sensibilisé, vous ne faites pas forcément attention en tant qu'acheteur de livres de cuisine. Quand on a besoin de faire 30, 40, 50 recettes, ça va demander le même travail que le livre ensuite il soit vendu 5 €, 10 €, 15 € ou 20 €. Donc dites-vous toujours quand vous achetez un livre et quand vous cherchez à le payer le moins cher possible, posez-vous quand même la question de la rémunération, c'est-à-dire que les contrats de droit d'auteur, donc pour schématiser, puisque je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse le système, donc il y a ce qu'on appelle un avaloir qui correspond à une somme fixe qui est versée généralement pour moitié à la signature du contrat, pour moitié à la remise du manuscrit. Donc ça, c'est une somme fixe, mais qu'on ne peut pas apparenter à un salaire ou quoi que ce soit. C'est une somme forfaitaire qui peut être de 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, et qui sera indépendante en fait des ventes réalisées ensuite en librairie. Et ce qu'on appelle les droits d'auteur, qui vont être de 3%, 4%, 5%. En matière de livres de cuisine, on est généralement assez bas. En littérature, vous allez être sur du 10-12%. Sur livres de cuisine, c'est très très rare de dépasser le 5%. Ces droits d'auteur ne commencent à être versés que quand l'avaloir a été comblé. Donc pour schématiser, si votre livre est vendu donc X €, tant que vous n'avez pas vendu suffisamment d'exemplaires pour compenser les 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € que l'éditeur vous a versé, vous ne touchez pas de droit d'auteur. Donc il faut vraiment en vendre une grosse quantité pour commencer à toucher des droits d'auteur. Et encore une fois, les droits d'auteur donc, sont proportionnels aussi au prix du livre. Donc si votre livre il est vendu 5,95 €, il va vraiment falloir en vendre énormément pour commencer à toucher de l'argent dessus. Donc dites-vous toujours ça, quand j'achète un livre de cuisine, comment est-ce que est rémunéré l'auteur? Mais il y a aussi photographe, styliste culinaire, plus toutes les personnes au sein de la maison d'édition qui vont participer, qui vont concourir à ce que ce livre ressemble vraiment à un livre. Parce qu'un auteur ne fait pas un livre, hein. On a besoin quand même, il y a un gros travail d'édition qui est fait derrière. La seule différence, c'est que ces personnes-là sont salariées de la maison d'édition. Donc, eux, c'est vraiment un métier à temps plein. Mais donc, votre auteur qui va toucher 3% sur un livre qui est vendu 5,95 €, comment est-ce qu'il fait pour vivre ? Il y a deux solutions, hein. Soit il en fait énormément, c'est pour ça que vous avez parfois des auteurs où vous trouvez 5, 6, 8, 10 livres par an, soit c'est une activité complémentaire à une activité qui peut être une activité salariée, qui peut n'avoir strictement rien à voir avec le domaine culinaire. Et donc la question de la légitimité ensuite. Qui est légitime pour écrire un livre de cuisine ? Est-ce que bien cuisiner à la maison suffit pour être auteur de livres de cuisine ? Est-ce qu'on a besoin de passer l'épreuve du feu d'un CAP en cuisine en pâtisserie ? Est-ce que être chef de cuisine
est une assurance que le livre de cuisine sera bien, que les recettes seront fiables. Donc ça, c'est pas tranché. Il n'y a pas d'ailleurs réellement d'études faites sur le sujet. En revanche, ce que je peux constater en tant que libraire, si vous prenez les livres de cuisine du quotidien, on doit être à peu près à 80% d'autrices. Si vous prenez les livres de chefs, regardez les noms en couverture. Donc on est effectivement sur du livre écrit, je mets beaucoup de guillemets, par un homme. Mais allez toujours regarder, soit sur la page de garde, soit au contraire sur la dernière page de l'ouvrage. Vous allez avoir parfois marqué collaboration, parfois texte, recette. Et là, généralement, c'est une femme. Donc on se rend compte que bien évidemment, le chef, il a besoin de faire tourner son restaurant. Le chef, il est capable de produire une fiche technique. En revanche, pour le traduire en vocabulaire courant, en vocabulaire vulgaire, pour que à la maison on soit capable de comprendre, là, bizarrement, on fait très souvent appel à une femme. Donc, il n'y a pas d'études pour le moment. Alors, ça commence. C'est quelque chose d'assez caché dans le domaine culinaire, puisqu'on n'aime pas parler des nègres. Alors, ghostwriting, on dit. On a du mal à dire qu'on est autrice d'un livre pour un chef. Ça commence à changer. Cette saison, on a vu apparaître des noms d'auteurs délégués sur les couvertures. C'est assez récent quand même. C'est très récent et je pense que c'est lié aussi à quelques figures un peu marquantes. Et je pense notamment à Shiro Masui, qui a écrit énormément de livres pour les chefs et qui est peut-être la seule dont le nom est connu d'un certain public. Et j'ai même des clients qui viennent chercher le dernier livre écrit par Shiro, et j'ai envie de dire, le nom du chef à côté va être accessoire. Parce que cette femme a la capacité de faire ce qu'on appelle des recettes racontées. C'est-à-dire qu'elle va partager son expérience autour du plat dégusté à table, et on va rentrer dans beaucoup plus que simplement une fiche technique de recette. Et c'est elle qui, depuis une dizaine d'années, a lancé le mouvement avec d'autres. Il y a eu Sophie Brissot aussi, qui avait fait beaucoup de... et qui a été la première à le dire publiquement. Elle a écrit, par exemple, les premiers livres de Cyril Lignac. Elle l'a dit publiquement et ça lui a valu beaucoup de déboires. On lui en a voulu. Il y a longtemps eu une sorte d'omerta sur le fait que les chefs n'écrivaient pas leurs livres. Voilà, on peut le dire. Alors que si on y réfléchit, ça paraît somme toute assez logique. Écrire un livre, c'est un métier plus ou moins professionnel, mais en tout cas, ça demande des capacités de rédaction que n'ont pas nécessairement les chefs. Et eux, ils ont d'autres qualités. Ils vont avoir l'aspect créatif, mais ensuite, poser par écrit une recette, c'est un exercice de style. C'est une forme de travail. C'est pour ça aussi que beaucoup de journalistes le font. C'est qu'on peut considérer que l'écriture d'un livre de cuisine, l'écriture de recettes, c'est une facette, un aspect du métier de journaliste culinaire. C'est aussi un déplacement du centre d'expertise. C'est reconnaître qu'il y a une expertise pour faire passer le discours gastronomique dont on parlait ce matin, qu'il y a une création de discours, même une recette est une forme de discours, un discours technique avec des codes à respecter, mais on n'écrit pas tous les recettes de la même façon, ce qui est toujours assez étonnant à constater. Ce n'est pas qu'un mode d'emploi. Après, la figure du chef versus la figure de l'autrice, après, elles peuvent rentrer en rivalité symbolique dans ces cas-là. À la fois avec les chefs et de plus en plus avec les marques, avec les enseignes, avec les institutions, puisqu'on se rend compte que le livre de cuisine est devenu aussi un outil marketing et communication. Donc, les établissements en fait font des livres de recettes parce que ça permet de le proposer à la vente aux clients qui viennent se restaurer ou qui viennent faire leurs courses et qui vont en profiter pour acheter le livre de l'enseigne. Et c'est vrai que j'ai un souvenir, une année au Salon du Chocolat, l'enseigne de cookies Laura Todd avait sorti un livre. Et on me propose, les organisateurs du Salon du Chocolat me disent oui, donc on aura une dédicace. Et là, moi tout de suite, je leur dis non mais attendez, Laura Todd, elle est un peu morte, non ? Elle est un peu morte depuis longtemps, donc concrètement, moi je veux bien faire une dédicace de Laura Todd, mais ce sera qui ? Et là, ils me font c'est le directeur général de l'entreprise de Laura Todd France qui va venir signer. Et là, tu te dis je suis pas sûre que ça intéresse énormément les gens. Avec un tablier ? Avec un tablier. Bon, il était charmant, mais c'est vrai qu'il riait lui-même de se retrouver à signer un livre qu'il n'avait pas écrit pour une marque dont il n'était que, j'ai envie de dire, l'administrateur, la figure juridique. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a quand même tout cet aspect marketing et que de plus en plus, vous allez trouver des livres d'enseigne, mais qui, bien évidemment, ont été écrits par un auteur ou une autrice qui apparaît plus ou moins clairement sur la couverture, qu'on revendique avec plus ou moins de fierté. Et il y a un vrai sujet qui est en train d'émerger
particulièrement cette année où on a eu quand même de grosses crispations sur voilà, qui écrit le livre et qui peut être qualifié d'auteur. Et donc aussi toucher la rémunération qui va avec. Oui, parce que le chef est payé au pourcentage, les auteurs, dans ces cas-là, sont payés au forfait. C'est-à-dire que vous cédez tous vos droits. Alors ça, c'est un argument. Le chef va vendre beaucoup d'exemplaires, mais vous, auteur, vous fournissez votre travail, il est fini, vous avez une enveloppe de 3 000 € pour écrire X recettes, X textes, etc. Et le chef touchera non seulement les droits d'auteur, mais c'est surtout ce qui permet réellement de gagner sa vie quand on fait ce genre de livre, c'est d'acheter des exemplaires en tant qu'auteur avec un tarif préférentiel et de les vendre ensuite au prix unique du livre, puisque le prix sera le même partout. Et c'est là-dessus réellement où les auteurs parviennent à gagner leur vie, c'est quand ils ont la possibilité, parce qu'ils ont une structure, de vendre en direct à leurs lecteurs, à leurs clients, le livre. Ce n'est pas les 3, 4, 5% de droits d'auteur, encore une fois, qui permettent réellement de se rémunérer. C'est important quand on parle de rapport de genre dans un domaine de s'intéresser à la circulation de l'argent en fait. On l'a un peu évoqué ce matin pour les restaurants sur comment on pouvait financer, les difficultés de financement, parce qu'on met des facteurs limitants aux femmes, mais en disant on ne demande pas, on ne voit pas assez grand, etc. Mais beaucoup de choses sont liées à la circulation de l'argent dans ces secteurs-là. Sur la question justement, c'est quelque chose qu'on me demande souvent, pourquoi il n'y a pas plus de femmes chefs qui font des livres? Tout simplement parce que faire un livre, c'est un travail de titan. C'est-à-dire, même si on a quelqu'un qui va ensuite se charger de l'écriture, il faut quand même se dégager du temps, déjà pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de dire dans ce livre, pour trouver le temps de faire les recettes, les photos, le travail de correction, échanger avec la personne qui va écrire. Et c'est ce qui est dit sur la plupart des études, à savoir que les femmes ont des restaurants plus petits, n'ont généralement pas, si elles ne sont pas là, le restaurant ne tourne pas parce qu'elles n'ont pas forcément un second ou une seconde qui va être capable réellement de porter le restaurant sans elles. Et surtout, elles n'ont pas de personne qui va être chargée de la communication, du marketing, d'aller négocier avec les éditeurs pour obtenir un livre intéressant, et ainsi de suite. Donc c'est très intéressant de se pencher vraiment de manière globale. C'est pas parce qu'elles sont feignantes ou qu'elles n'ont pas envie de se mettre en avant ou quoi que ce soit, c'est parce qu'elles sont matériellement limitées par les contraintes inhérentes de leur entreprise au quotidien. Et que c'est devenu un investissement, un livre, en fait. On est passé d'une manière de rémunérer son expertise à un investissement de communication. Oui, car la plupart du temps, les éditeurs imposent aux chefs de précommander. C'est-à-dire que vous allez voir en fait un éditeur en disant « j'ai une idée de livre ». Alors certains éditeurs vont vous dire « génial, je suis banco, on y va ». Mais très souvent, on vous demande d'arriver soit avec une précommande de X centaines ou milliers d'exemplaires. Ça veut dire que vous vous engagez contractuellement à acheter un certain nombre d'exemplaires, donc certes à tarif réduit à 40 ou 50%, mais c'est quand même un investissement de 10, 15, 20 000 euros. Soit sinon, il faut arriver avec des partenaires. Donc ça, pareil, allez toujours regarder les mentions à la fin des livres, c'est révélateur de tellement de choses. Donc on s'aperçoit que c'est soit l'office du tourisme local, ça peut être une marque de l'agroalimentaire, ça peut être pour certains livres de cuisine du monde, une ambassade, une chambre des métiers, enfin, plein de choses diverses et variées. Et dans ce cas-là, l'éditeur en fait ne prend plus de risques, donc il vous suit plus facilement dans votre projet éditorial. Mais clairement, l'argent, la rémunération, c'est quelque chose de nettement plus important que ce que vous pouvez imaginer dans le secteur du livre de cuisine. Eh bien, merci. C'était une façon d'aborder le livre de chef de façon un peu acrobatique, mais on l'a abordé quand même. On va faire place pour les questions dans la salle, les compléments. Je sais qu'il y a une personne qui travaille sur le livre de cuisine pour les enfants, je crois, qui est intervenue ce matin, si y a des éléments. Puis Isabelle a encore des petites merveilles à vous faire découvrir, hein, si vous avez envie. Elle a tout un stock de bonnes découvertes. Ouais, celui-ci, justement, c'est pour la personne qui présentait son travail de recherche ce matin sur les livres de cuisine pour enfants. Ben, voilà un exemple. Alors, c'est d'une 3e édition. On ne possède pas les éditions antérieures qui datent de 1888. Bébé cordon bleu, et donc qui est destiné plutôt aux petites filles pour en faire de parfaites ménagères, et qui comporte donc des recettes simples et aussi toute une section que vous voyez là de petits plats pour les poupées. Voilà, encore pour illustrer la variété de ce qui reste à
à découvrir. Et rappeler, pour ceux que ça intéresse, le dispositif qui existe à la BNF chaque année, au début de l'année civile, un appel à chercheurs associés qui peut vraiment vous faciliter énormément le travail de recherche dans les fonds, puisque les chercheurs associés ont un accès direct aux collections et peuvent venir, et un bureau sur place, etc., qui leur facilite le travail. Voilà, pour continuer à vous dire, ce sont des sujets de toute façon, dont on s'occupe et qu'on va continuer à traiter, mais n'hésitez pas à prendre contact pour qu'on travaille ensemble. On voit que les poupées mangent aussi bien du gigot que de la crème renversée aux violettes, encore, hein, les fleurs pour les petites filles, hein, et la macédoine de fleurs, qui a l'air pas mal. Alors, il y a une question à droite. Bonjour. Du coup, j'avais une question concernant, en fait, si c'est pas des chefs qui écrivent les recettes de cuisine, vous avez parlé du coup des journalistes gastronomiques qui en écrivent aussi. Je voulais peut-être parler aussi des blogs, du phénomène des blogs, et que c'était beaucoup de femmes aussi qui les tenaient, et que maintenant aussi avec Instagram et TikTok, il y a un autre, vivier, on va dire, d'autrices et d'auteurs potentiels qui arrivent. Et voilà, si vous pouviez. Donc, vous avez deux anciennes blogueuses sur scène, hein, okay. Déborah et moi-même. On s'est rencontrés comme ça il y a 17 ou 18 ans. Voilà, donc ça mène à tout, à condition d'en sortir, ou de continuer, de pas... Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot blogueuse, souvent, a été ensuite utilisé de façon péjorative. Moi, on me le dit souvent, ça fait 15 ans que j'ai une carte de presse, j'ai écrit une trentaine d'ouvrages, ça va, je pense, mais on me dit encore la blogueuse. Quand on cherche à dévaloriser un peu, ça revient très facilement dans les discussions. Et on observe ça aussi sur l'effet réseaux sociaux qui a donné un chiffrage, en fait. Les blogs n'avaient pas de chiffres en face. On devait nous demander l'audience. Le vrai changement par rapport aux réseaux sociaux, c'est que TikTok a un chiffre, Instagram, même si maintenant ils travaillent à cacher un peu plus la visibilité de certains... le nombre de likes, etc. On a cette possibilité. Ça reste un facteur de vente et je crois que c'est devenu très massif, Déborah. Oui, sur 2022, on voit vraiment le phénomène s'amplifier. Et en fait, c'est de l'auteur pas cher pour les éditeurs. C'est-à-dire que les blogs ou les réseaux sociaux, pour l'instant, ce sont encore ce que nous, on a pu connaître effectivement il y a 15-18 ans. C'est quelque chose à la base qui est totalement bénévole. En fait, on fait un blog parce qu'on a envie de partager sa passion, ou les débuts d'Instagram, TikTok, les chaînes YouTube, c'est parce qu'on a envie de partager sa passion. La monétisation, elle arrive plus tard. Et les éditeurs ont bien compris qu'on pouvait aller voir ces personnes en leur disant « je te déroule le tapis rouge à toi, pauvre petit TikToker de rien du tout, qui n'a aucune existence, aucun amour-propre et rien du tout. Je vais te dérouler le tapis rouge et je vais te proposer de faire un livre. » Et en fait, là, la question de la rémunération, elle est pire que ça. On a des exemples de personnes qui sont encore moins payées que les chiffres que j'ai pu donner tout à l'heure, qui sont déjà pas extravagants. C'est le fameux visibilité. C'est-à-dire qu'on t'offre la visibilité d'avoir enfin un support honorable qui va être un livre. Donc, estime-toi déjà heureux que je te propose ça. Donc là, on est en train d'assister à une bascule. Les abus qu'il a pu y avoir sont en train un peu de s'abaisser. Et là, cette année, on a vraiment une déferlante de livres écrits par justement des influenceurs, avec toutes les dérives aussi possibles et inimaginables sur la qualité. C'est-à-dire que là, on a l'impression que les vannes sont ouvertes, il y a un peu tout et n'importe quoi. J'ai répondu à une interview pour le Fooding par Nora, qui est, je ne sais pas où dans la salle, qui était en ligne il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines. Je suis assez critique quand même sur ce phénomène, parce que si l'éditeur derrière n'est pas sérieux et ne contrôle pas, mais comme on le ferait pour n'importe quel auteur, hein, c'est pas spécifique au fait que ce soit des influenceurs qui écrivent, il faut un vrai contrôle de l'éditeur derrière, sinon on se retrouve avec des livres où il y a tout et n'importe quoi. Et je cite notamment, on a Pas à Pas, je sais pas si vous connaissez, je sais plus s'ils sont sur Insta, sur TikTok, 350 000 followers, un truc comme ça, et ils ont fait un livre où c'est Challenge Pas à Pas, recettes pour 5 €. Donc là je me dis, waouh, génial, des recettes pour 5 €, moi je m'attends à avoir des recettes pour 4 personnes.
Et là, en fait, tu ouvres le livre et tu regardes et tu fais « Ok, des pâtes au jambon avec une crème de parmesan pour une personne. » Mais il y a zéro challenge de faire ça pour moins de 5 €, en fait. Et tout le livre est construit là-dessus. C'est-à-dire, tu as une promesse en couverture qui n'est pas du tout réalisée à l'intérieur. Voilà. Là, on est en ce moment quand même sur ces problématiques-là de livres qui ne sont pas forcément tous très bien contrôlés. Donc, c'est un phénomène, voilà, on est en plein dedans. Il va falloir que ça se structure un peu. Il va falloir qu'on écrème des deux côtés, à savoir qu'on exclue certaines personnes qui ne sont pas suffisamment sérieuses, peut-être, pour poser réellement les recettes par écrit dans un livre, parce qu'à partir du moment où vous l'achetez en librairie, à partir du moment où c'est posé par écrit, vous êtes en droit, en tant qu'acheteur, de mériter d'avoir quelque chose de fiable. Tant que c'est de la gratuité sur Internet, à la rigueur, si c'est pas fiable, c'est gratuit, c'est moins grave. Mais si vous allez en librairie, que vous mettez 15 € dans un livre, je suis désolée, il faut que la recette tienne. Donc il y a ce premier aspect à contrôler. Et inversement, il faut que les éditeurs réalisent qu'ils ont affaire à des vrais auteurs, même s'ils ne viennent pas de quelque chose de noble, d'universitaire, de scientifique. Et donc il va falloir les rémunérer à leur juste valeur. Nora. Bonjour, merci. Comment vous expliquez le succès encore énorme des livres écrits par des grands chefs hommes? Souvent, il y a des recettes qui sont quand même quasiment pas faisables, qui coûtent super cher, avec des produits introuvables quand on n'habite pas à Paris. Et j'ai l'impression quand même, quand on le voit sur des sites comme Amazon qui classent les best-sellers et tout, ça a l'air de se vendre quand même très 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 bien encore. Et parallèlement à cette question, est-ce que les gens font vraiment les recettes de cuisine dedans? Ça, c'était toute la question. On en discutait justement avec Bruno. Est-ce qu'un livre réellement est fait pour que les recettes soient réalisées? En tout cas, dans les livres de chef, clairement, les gens les achètent pour se faire plaisir. On est sur du coffee table book, ça va être décoratif dans le salon. On va pouvoir frimer auprès de ses copains en montrant qu'on a le livre de tel chef et qu'il est passé à la télé, qu'on est allé au resto et que c'est super. La réalité montre non, ces livres sont pas faits du tout pour être réalisés. Mais de manière générale, si on fait un petit sondage dans la salle, est-ce que vous réalisez les recettes qui sont dans les livres que vous avez chez vous? Parce que vous pouvez avoir parfois certains qui ont 15, 20, 50 livres chez eux. Puis quand on interroge les personnes, si tu fais 3 recettes dans un livre, mais tu l'as vachement utilisé ton bouquin en fait. Hein. Les statistiques, elles sont ridicules. Vous faites, allez, 1, 1 ou 2 recettes sur un livre, c'est le max. Quand on est à 10, 15 recettes, c'est le livre, et c'est d'ailleurs le seul généralement qu'on utilise de sa bibliothèque. Donc il y a cette vraie problématique, et je laisse Bruno enchaîner là-dessus. Ah mais non, mais c'est parce que tu as beaucoup de livres. C'est pour ça qu'à chaque fois, tu utilises peu de recettes. Si on n'a qu'un livre, on utilise beaucoup. Il n'y a quand même que 6-7 personnes qui ont levé la main. Oui, non, mais, je voulais simplement répondre à Nora, proposer une réponse. Il me semble qu'en France, il y a une tradition des livres de chef depuis très longtemps, donc depuis le XIVe siècle. Peut-être plus d'ailleurs que dans les autres pays européens, peut-être sauf l'Italie, on a quelques livres de chef, mais nettement moins en France. Donc depuis le Moyen-Âge, il y a cette espèce de tradition. C'est des livres qui sont nés dans les milieux aristocratiques au départ, qui avaient vocation à servir en fait d'instrument de gestion et d'administration à l'intérieur de l'hôtel aristocratique ou royal, et qui sont diffusés assez vite en dehors de ce milieu-là, avec exactement les mêmes problématiques, c'est-à-dire avec un bourgeois, par exemple, de Besançon, qui a un manuscrit du Viandier qui est enquisté dans un volume où il y a toutes sortes de choses, donc qui sont, en fond, sa vie de tous les jours, sa vie quotidienne, et en même temps la vie dont il rêve. Donc, les recettes sont copiées les unes à la suite des autres, elles sont totalement inutilisables, inséparables, etc. On est dans l'espèce de révérence vis-à-vis d'un mode de vie différent d'une autre. Et je me demande, c'est une hypothèse, si la longue durée des livres de chef, qui était effectivement quand même très forte en France, me semble-t-il, plus que dans d'autres pays européens, c'est pas quelque chose qui vient de l'histoire. Alors c'est facile, quand on est historien, de dire ça, mais bon, quand même, je pense que c'est pas complètement faux.
Simplement, c'est plus un clin d'œil, mais on voyait le nombre de personnes qui utilisent des livres de cuisine véritablement pour cuisiner, et pour dire que nous, on s'est rendu compte qu'au sein de la communauté qui suit la BNF et Gallica sur les réseaux sociaux, donc on appelle les Gallicanautes, on en a qui refont pour le coup des recettes de cuisine anciennes, et donc c'est une pratique qui peut être intéressante aussi. Et à cette occasion, parfois, on a lancé des petites opérations où tout le monde tentait l'expérience, qui peut être assez amusante, qui vous montre à quel point il y a des adaptations à faire et des interprétations de tout ce qui n'est pas écrit aussi dans ces recettes à faire. Voilà, c'est pour dire qu'on peut aussi, ou alors, de la même manière, les contempler et y rêver sans jamais les réaliser. Je vais me permettre de répondre aussi à ta question, Nora. J'enlève la casquette de modératrice pour répondre, je mets celle de la journaliste. Je crois qu'il y a aussi une fonction de procuration qu'on observe dans la critique gastronomique. Il y a des gens qui lisent des critiques gastronomiques et qui ne vont jamais au restaurant. Comme ça, ils ont eu l'impression d'être à table. Je crois qu'il y a des gens, entre payer un repas 300 € et acheter un livre de cuisine, même 65 € pour un livre, un prix assez fréquent de livres de chef, bien imprimé avec belle reliure, on a l'impression d'y avoir mangé. Et je crois qu'il y a un peu de ça, en fait, que c'est comme on n'achète pas un tailleur d'une marque de haute couture, on se contente du vernis. Il y a un peu cet effet de produit dérivé de la marque Grand Chef qui s'incarne jusqu'au livre de cuisine. Bon, après, c'est pas très étayé scientifiquement, je le reconnais. C'est plus marketing qu'autre chose. On a une question juste là, s'il vous plaît. Et après, madame. Pardon. C'est bon, le micro est ouvert. Oui, donc je voulais répondre plus particulièrement à Déborah de la librairie gourmande. On se connaît un petit peu, enfin je suis vraiment une petite cliente, mais enfin j'y vais souvent quand je vais à Paris. Et je voulais répondre sur les livres de chefs. Alors c'est pas par snobisme, c'est pas pour les montrer, parce que j'ai pas de bibliothèque dans mon salon. J'ai peu de personnes dans mes amis qui s'intéressent particulièrement à ce sujet. Mais c'est un plaisir, comme quelqu'un achète, je sais pas, des CD, peut-être que je connaissais quelqu'un qui avait des piles de CD avec des versions de différents opéras et qui, en fait, en avait écouté un ou les avait pas encore ouverts. Donc, moi, je les ai quand même ouverts et je dois dire que j'ai fait des recettes, comme vous disiez, une ou deux, parfois pas tout de suite. Ça permet quand même d'ouvrir sur des produits, sur le rêve aussi. Il y a des choses très intéressantes, c'est souvent très beau. Et ça permet aussi quand même d'aller parfois dans un restaurant assez éloigné de chez soi, qui après fait un but de voyage. Moi, je suis allée au Luxembourg pour aller manger chez les Leinster. Il y a des choses comme ça. Je pense que ça fait partie de la culture. Et le beau livre, si c'est beau, pourquoi s'en priver ? J'aime bien les livres de cuisine. Je continuerai d'acheter des livres de chef. Ça me fait plaisir, tout simplement. Merci beaucoup, madame. Il y a aussi tous les professionnels qui achètent les livres. Beaucoup de chefs s'adressent aux autres chefs. Il y a les passionnés de cuisine et de beaux livres. Et il y a aussi toute une population professionnelle parce que les chefs lisent les livres des autres chefs. Les chefs lisent les livres des autres chefs. Les chefs collectionnent les livres. Les chefs offrent les livres. Oui, il y a effectivement tout un entre-soi aussi du microcosme culinaire pur et dur. Bonjour, j'ai une question qui est un petit peu en décalé par rapport au fait d'être auteur ou autrice, mais c'est plutôt le lecteur ou l'acheteur ou acheteuse du livre. Je me demandais en 2022, est-ce qu'on sait qui est l'auteur, qui est le lecteur, l'acheteur ou l'offreur du livre de cuisine? Est-ce qu'il y a la question du genre qui se pose là? Je dirais qu'il n'y a aucune étude de consommation faite spécifiquement là-dessus. À la librairie gourmande, c'est très particulier. On a une clientèle beaucoup plus masculine que dans les autres librairies, pour la simple et bonne raison qu'on a une grosse clientèle professionnelle et que le monde professionnel est encore très masculin. Mais de plus en plus, quand même, d'hommes se lancent dans la cuisine. Donc même sur l'aspect grand public, on a quand même... c'est beaucoup moins genré que ce qu'on pourrait imaginer. C'est pas 80% ou 90% d'acheteurs qui seraient des femmes. On est sur quelque chose quand même de beaucoup plus équilibré, notamment sur les nouvelles générations, et lié à un phénomène plus général qui est la perte de transmission au sein des cellules familiales. C'est-à-dire qu'on a toute une génération
de garçons comme de filles qui n'ont pas appris à cuisiner à la maison. Et arrivé à l'âge adulte, qu'on soit un garçon ou une fille, on a quand même la problématique de se nourrir 3 fois par jour. Donc on est obligé à un moment de se documenter. Et le fait d'acheter un livre fait partie des manières de le faire. Donc là-dessus, sur la jeune génération en tout cas, je pense qu'on n'est peut-être pas à l'équilibre parfait, mais en tout cas, les jeunes garçons se sont clairement appropriés le fait de devoir cuisiner pour se nourrir. Et le Covid a accentué, hein, la rupture pendant 2 ans là, a accentué le fait de se réapproprier la cuisine à la maison. D'autres questions, n'hésitez pas. On n'a pas parlé non plus des photographes culinaires, on aurait pu, qui sont aussi des auteurs à part entière dans les ouvrages culinaires, parce que ça a apporté une différence. On n'avait pas le temps de tout évoquer. Hein, oui, y a un vrai sujet sur les photos et sur les éditeurs qui font le choix justement de ne pas mettre de photos. Ils se privent de vente, alors que souvent, un livre sans photographie aura une qualité de texte supérieure. Je fais l'analogie avec le sport à la télé versus le sport à la radio. Le commentateur sportif à la radio va être obligé de faire un effort de description parce que quand vous écoutez un match, vous avez besoin de ressentir ce qui se passe sur le terrain. À la télé, le commentateur peut être nullissime, de toute façon, vous avez l'image. C'est un peu pareil pour les livres de cuisine. Quand vous avez le support du plat tel qu'il doit être réalisé, voire des étapes en pas à pas, on peut se contenter d'un texte très simple, voire simpliste, parce qu'on part du principe que la photo sera assez parlante. Les livres qui sont rédigés sur lesquels il n'y a pas de photo, il y a un vrai effort descriptif du texte et c'est un bonheur à lire parce que c'est là où on se rend compte que c'est comme ça qu'on apprend à cuisiner. Il va y avoir des précisions sur la manière dont on doit découper, sur ce qu'on doit entendre, ce qu'on doit sentir, ce que vous n'aurez jamais ou très rarement sur un livre avec photo. J'ai eu une exception notable qui est arrivée là, il y a 15 jours, le livre chez Marabout, 6 saisons, qui traite de la cuisine des légumes. Et qui explique, c'est une traduction de l'anglais, qui explique qu'on a 6 saisons et pas 4 parce que l'été, on va le séparer en 3. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un effort notable de description des recettes et c'est une petite merveille à lire. Et il y a le support des photos. Mais c'est pour moi très très rares exceptions dans les peut-être 10 dernières années de livres de cuisine d'avoir un vrai travail de texte et un vrai travail descriptif alors qu'on a aussi des belles photos. Là-bas, s'il vous plaît. Oui, tout à droite, une question, s'il vous plaît. Une question par curiosité, mais c'est à quoi, quel est votre livre à chacune et chacun, votre livre de chevet de cuisine que vous consultez le plus? Moi, je vais encore être en dehors un peu des clous, puisque c'est pas vraiment un livre de recettes, mais vraiment, les livres de Ryoko Sekiguchi, pour moi, sont super importants. Mais voilà, et pas à côté non plus du sujet du tout. Donc voilà, et je trouve c'est voilà, en termes de littérature gastronomique aujourd'hui, quelle représentante on a là. On parlait un peu des pionniers ce matin. Voilà, j'ai l'impression que les pionniers parfois avaient des propos malgré tout qui pouvaient être assez futiles et on n'est pas du tout dans la futilité dans ces textes-là. Voilà. Bon, pour moi, ça va être celui où j'ai tendance à... Je vois sortir le livre, je me précipite, c'est tout de suite en haut de la pile. Mais voilà, c'est très, c'est très personnel. Non, moi, j'ai 20 000 livres à disposition à la librairie, donc j'avoue que c'est un peu compliqué. J'en vois 2000 sortir chaque année. J'ai pas vraiment de livres de chevet. En revanche, les livres un peu refuges vers lesquels je vais aller quand j'ai envie de cuisiner et pas envie non plus trop de prendre la tête justement à devoir retravailler une recette de chef, je me rends compte que souvent, c'est des livres de femmes. C'est Triche de Seine, ce sont les sœurs Scotto. Les livres d'Estérel, j'en ai un certain nombre aussi à la maison. Ouais, c'est un peu les livres des bonnes copines, donc, et sur lesquels je sais que je peux y aller les yeux fermés, les recettes seront bien, je me ferai plaisir, je ferai plaisir aux amis, à la famille. Et en tout cas, moi, à titre personnel, c'est ça ce que j'attends d'un livre de cuisine. Hein. C'est que ça soit du bonheur à réaliser, du bonheur à manger derrière. Bruno, alors? Alors, mon livre de chevet n'est pas le viandier de Taïwan. Scoop. Voilà.
Mais bon, j'avais l'habitude de pas mal utiliser Bocuse, en fait. Le livre, il n'a pas écrit, là, ouais, c'est ça, la cuisine du marché, qui est tout sauf du marché, et qu'en plus, il n'a pas écrit. Mais bon, c'était... Et là, comme je suis là plus... je me suis mis à la cuisine végane, c'est plus compliqué, Bocuse, là, hein, sur ce sujet-là. C'est pas très... Il y a un truc à faire, Bocuse vegan, je pense que... Bocuse vegan, ouais. Zazie, merci d'avoir posé la question. Mais en fait, moi, c'est comme Déborah. J'ai les livres que je mets dans ma cuisine et les livres que je lis dans mon salon. Pour moi, il y a deux ouvrages du livre de cuisine. Je fais partie des personnes qui lisent des livres de cuisine tout le temps, dans leur lit, dans le bain, enfin tout le temps. Donc il y a effectivement, je vais tout à fait dans ton sens, hein, Déborah, il y a les livres des bonnes copines, dont les tiens. Vous verrez, on se passe les plats aussi, comme vous constatez. Mais c'est sincère, je dis, il y a les livres qui sont tachés, ils sont dans une bibliothèque à part. Et effectivement, c'est ce genre d'ouvrage assez récent. Et ceux que j'aime lire dans mon lit pour le plaisir de l'histoire. Moi, j'ai appris à lire dans un livre de cuisine. C'est ma mère qui m'a raconté ça. La première chose que j'ai lue, c'était un livre de cuisine qui était dans ma famille, et parce qu'il y avait une recette d'ours, et que ça me faisait beaucoup rire. C'est un mot assez facile à lire. Et il m'est resté ce côté, un livre de cuisine, ça permet de... C'est autant de portes qui s'ouvrent sur des cuisines qu'on ne connaît pas. Donc j'ai envie de dire, c'est toujours le dernier qui est sur la pile. S'il m'emmène ailleurs, c'est gagné. Et donc ça peut être un livre très récent ou un livre de collection. Et donc surtout, je ne réponds pas à ta question. Voilà. Mais j'aime bien les livres illustrés en ce moment. Il y a une grosse tendance du livre illustré, n'est-ce pas ? Et les modes de narration de la recette sont intéressants. Normalement, aujourd'hui, il y aurait dû avoir avec nous Arnaud Bachelin qui a traduit le livre sur Mrs. Beeton, la femme qui révolutionna les cuisines anglaises, qui est paru aux éditions de l'Épure. On avait souhaité qu'il soit là parce que justement, il y avait une problématique de narration et il parlait d'une autrice culinaire anglaise absolument importantissime. Je vous incite à le lire parce que ce qui vaut, c'est la manière dont les recettes sont racontées. C'est autant de récits. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une question tout à droite aussi. Le micro est en train d'arriver. Merci beaucoup. Voilà. Donc moi, j'ai commencé il y a 30 ans mes recherches sur l'histoire de ma famille. Et donc... les livres qui m'ont beaucoup inspirée, je vais vous en parler. Je vous remercie, monsieur, de confirmer que les Allemands et les Anglais sont bien les pays les plus anciens pour donner ce genre d'ouvrage. Nous avons aussi l'ouvrage de Grisec Doré, qui est intitulé Le Benelux, qui est sorti en 1946. Moi, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup servi dans mes recherches, qui rappelle l'histoire de 3 petits pays, dont 2 sont apparus au Moyen-Âge, notamment les Pays-Bas et le Luxembourg, ainsi que le roman de Quentin Durward, qui a été tourné ici, dans notre région, jusqu'en Belgique. Et puis nous avons une personne très estimée sur laquelle on va pouvoir entreprendre des recherches avec l'histoire de Radio Luxembourg, qui concerne Madame Ménie Grégoire. Puisqu'en effet, ma maman, quand elle cuisinait, comme beaucoup de mamans de cette époque-là, écoutait Radio Luxembourg. Et Ménie Grégoire, c'était une femme exceptionnelle puisqu'elle permettait à beaucoup de femmes d'apprendre certaines recettes à la radio. C'est aussi pour cette raison que la Radio Luxembourg, qui va avoir 100 ans l'an prochain, a été populaire dès la création, parce qu'elle était diffusée en plusieurs langues, donc multilingue, un peu comme Radio Londres d'ailleurs, et que c'est ainsi, en effet, que cette radio est apparue dans les sphères privées de toutes les familles européennes, entre autres, et qu'elle est devenue, depuis 100 ans, la plus populaire en France. Merci pour toutes ces informations. En effet, il y aurait aussi toute la transmission des recettes par radio. Vous indexez le web à la BNF, mais pas la radio. En fait, ça c'est côté Lina que c'est fait. En fait, Et il y a aussi des choses à voir. Mais on peut les consulter à la BNF puisqu'il y a un spot INA sur place. Voilà, bon à rappeler. On a tout en un à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a encore un complément d'information ? Voilà. Oui, bonjour. Moi, je me demande toujours comment font les éditeurs pour sélectionner tout ce qui leur arrive comme proposition.
parce que j'ai l'impression quand même que beaucoup de choses ont été écrites. Est-ce que tout a été écrit ou est-ce qu'on réécrit voilà, c'est une question que je me pose souvent. Comment ils font pour sélectionner? Alors avec le genre, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais aussi avec le nom, prestigieux ou pas. Voilà, c'est une question que je vous pose. Alors, je ne suis pas éditrice, donc je vais vous donner plus un ressenti que quelque chose de documenté et de scientifique. J'ai l'impression, malheureusement, que de plus en plus, les maisons d'édition font par rapport à ce que leur demandent de faire les contrôleurs de gestion. C'est-à-dire que leur politique éditoriale devient une politique très monétaire, où en fait, ils construisent un programme où il faut qu'il y ait un équilibre général du programme. Donc en fait, il ne faut pas prendre les livres individuellement, il faut prendre le livre dans ce qui est prévu sur cette année-là. Et donc, quelqu'un qui arriverait avec un projet certes très valable, mais une année où on est déjà sur quelques titres un peu trop risqués, va se faire retoquer. Alors que le même projet présenté au même éditeur, mais une année où on a un best-seller incontournable qui va tirer cette maison d'édition vers le haut, sera accepté. Donc malheureusement, on n'est plus simplement sur une logique éditoriale de coup de cœur, de porter des projets. On est quand même de plus en plus sur des logiques financières. Et ça se ressent aussi par les thématiques, et ça vous devez le voir en tant qu'utilisateur, en tant que client. On a des modes. Donc il y a eu pendant un moment la mode du macaron, la mode de la machine à pain, la mode du vegan. En ce moment, on est sur la mode du batch cooking, de l'éco-responsable. Et donc tous les éditeurs sortent des livres. Et là, on me présente encore des livres sur ces thématiques où ma réponse est de dire ça y est, c'est bon, on est après la bataille. Le secteur, il est saturé. Il faut arrêter le batch cooking. On a 25 livres, 30 livres, 40 livres sur le batch cooking. C'est bon, le sujet a été éclusé. Ah oui, mais nous, on n'en a pas dans notre catalogue, donc on nous demande d'en mettre un. Voilà. Donc dites-vous bien que malheureusement, on n'est pas uniquement sur du coup de cœur éditorial, on est quand même beaucoup sur des logiques de marque, de marketing et de grande distribution et de consommation. Ça marche dans les deux sens. Les auteurs vont proposer des ouvrages aux éditeurs, mais les éditeurs, une fois que vous avez publié un ou deux ouvrages, viennent vous voir en disant « dans mon catalogue, j'ai envie d'un livre sur X, Y, Z. Est-ce que cette commande, ça s'appelle un ouvrage de commande, c'est pas honteux quand le sujet vous intéresse et que vous le faites en vous l'appropriant. Parfois, ça se sent que c'est vraiment un ouvrage d'exécution et c'est plus compliqué. Et il y a aussi des ouvrages qui paraissent trop tôt, qui sont arrivés, l'idée était très bonne, mais sans doute 2 ou 3 ans trop tôt, et donc l'ouvrage n'a pas eu les ventes escomptées. Ensuite, on a le phénomène de société qui arrive, donc là, les éditeurs commencent à regarder, et alors soit ils ont l'intelligence de se dire « Ah oui, celui-là a été un échec, mais parce qu'il est sorti trop tôt », soit ils restent sur « Ah non, regarde, cette thématique, elle n'a pas fonctionné. Donc tant pis, on ne sortira pas sur ce sujet. » Mais clairement, ils ont quand même un marqueur chiffre, et c'est du tableur Excel. Hein. Voilà, il est le 16h tapante. Il y a un mot de la fin, Bruno ? Juste un point, parce qu'on a parlé de livres, etc., de manière concrète, mais en même temps pas matérielle. Je vous rappelle qu'il y a une bibliothèque pas très loin d'ici, hein, qui s'appelle la bibliothèque de l'IUHCA, boulevard Béranger. Au rez-de-jardin, vous avez une bibliothèque de recherche où vous allez retrouver un certain nombre des ouvrages dont on a parlé là, non pas sous leur forme de départ originale, mais en général en reproduction, sans compter toutes les éditions critiques ou toutes les études qui ont été faites sur ces ouvrages. Et puis au rez-de-chaussée, vous avez la bibliothèque gourmande, où là vous trouvez des ouvrages de parution plus récente. Beaucoup d'ouvrages à la mode, on va dire, se trouvent là. Donc je vous invite à franchir les portes de la Villa Rabelais, 116 boulevard Béranger. C'est tout près d'ici. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un mot de la fin parfait. C'était la minute de publicité, excuse-moi, voilà. Ça en termine. Merci Bruno, merci Déborah, merci Isabelle, et merci à tous.